Je n'aurais jamais pensé qu'un simple appel téléphonique de 54 secondes changerait ma vie à jamais. Cette nuit du 12 mars, quand le téléphone a sonné à 23h47 dans le commissariat où je travaillais comme opérateur d'urgence, j'ai décroché machinalement comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Mais la voix qui tremblait à l'autre bout du fil, cette voix brisée par la terreur, allait me hanter jusqu'à aujourd'hui. « Ils m'ont trouvé, répétait-elle entre des sanglots étouffés. Margot Leclerc, 21 ans, étudiante en architecture à Lyon, semblait courir tout en parlant. Je pouvais entendre ses pas précipités résonner sur le pavé mouillé, sa respiration saccadée qui trahissait une panique absolue. « Je ne peux pas rentrer, jamais. Ils savent tout maintenant. » J'ai immédiatement lancé la procédure de localisation, mes doigts tremblant sur le clavier tandis qu'elle continuait ses phrases décousues. La vérité qu'il cache, les noms que j'ai trouvés. Sa voix s'étranglait, comme si quelqu'un l'étranglait ou qu'elle luttait pour respirer. Dans le fond, j'entendais des bruits étranges, des pas qui n'étaient pas les siens, comme si elle était poursuivie. « Mademoiselle, restez en ligne, nous envoyons une équipe », ai-je dit, mais elle a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ils contrôlent tout, même vous, même la police. » Puis il y a eu un bruit sourd, comme si elle était tombée, et un silence terrifiant s'est installé. Je pouvais encore entendre sa respiration haletante, de plus en plus faible. À 23h48 et 41 secondes précisément, la ligne a été coupée. Pas raccrochée, coupée. Quand nos équipes sont arrivées à l'adresse que nous avions réussi à localiser, une ruelle sans issue du vieux Lyon, ils n'ont trouvé que son téléphone portable, écrasé contre un mur de pierre centenaire. Margot Leclerc avait disparu sans laisser de traces, et avec elle, tous les secrets qu'elle prétendait connaître. Je m'appelle Thomas Moreau, et pendant 15 ans, j'ai été la voix rassurante au bout du fil pour ceux qui vivaient leur pire moment. Opérateur au centre d'urgence de Lyon, j'ai reçu des milliers d'appels de détresse, mais aucun ne m'a marqué comme celui de Margot cette nuit-là. Peut-être parce que, contrairement aux autres, son cas n'a jamais été résolu. Peut-être parce que plus j'ai creusé, plus j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas. Un monde où les privilèges et le pouvoir peuvent effacer une personne comme si elle n'avait jamais existé. Margot n'était pas juste une étudiante ordinaire qui a fait un mauvais choix ce soir-là. Les investigations que j'ai menées officieusement m'ont révélé qu'elle avait découvert quelque chose d'énorme. Quelque chose qui impliquait des noms que vous reconnaîtriez immédiatement si je pouvais les prononcer. Mais certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites à voix haute, même aujourd'hui, 3 ans après sa disparition. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune femme brillante qui a voulu révéler au monde des secrets que certains étaient prêts à tout pour protéger. C'est l'histoire de son dernier appel, mais aussi de tout ce qui l'a mené à cette ruelle obscure, où sa trace s'est perdue à jamais. Car la vérité, je l'ai apprise à mes dépens, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement le bon moment pour refaire surface. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit du 12 mars, il faut d'abord connaître Margot, telle qu'elle était dans ces dernières semaines. Sa colocataire, Émilie, m'a raconté comment elle avait changé depuis janvier. Elle ne dormait plus, m'a-t-elle confié lors de notre rencontre clandestine dans un café discret de Bellecour. Elle passait ses nuits sur son ordinateur, prenant des notes dans un carnet qu'elle cachait sous son matelas. Émilie avait remarqué que Margot recevait des appels étranges à des heures impossibles. Parfois à 2h du matin, parfois à l'aube. Elle ne décrochait jamais devant moi, mais je l'entendais chuchoter dans la salle de bain, la voix tendue. Ces conversations nocturnes avaient recommencé après que Margot avait rejoint un forum privé sur Internet. Un espace de discussion fermé dont elle n'avait jamais révélé le nom ni le contenu exact. Le comportement de Margot dans ces derniers jours trahissait une paranoïa croissante. Elle vérifiait constamment si elle était suivie, changeait d'itinéraire pour aller à l'université et avait même demandé à Émilie de ne plus mentionner son nom au téléphone. Elle m'avait dit qu'il fallait parler d'elle comme « notre amie M » si quelqu'un appelait, se souvient Émilie, les larmes aux yeux. Je pensais qu'elle exagérait, mais maintenant... Le jour de sa disparition, Margot avait passé l'après-midi à la bibliothèque municipale, consultant des archives de journaux. Le bibliothécaire se souvient d'elle parce qu'elle avait demandé à accéder aux collections spéciales, celles qui nécessitent une autorisation particulière. Elle s'intéressait aux articles sur des disparitions d'il y a 10, 15 ans, m'a-t-il confié. Des cas jamais résolus, tous liés d'une façon ou d'une autre à des personnalités politiques ou des industriels. Vers 18h, Margot était rentrée chez elle visiblement agitée. Émilie l'avait trouvée dans sa chambre, assise sur son lit, fixant son téléphone d'un air absent. Elle répétait sans arrêt « Je dois le faire, je dois le faire ». Quand je lui ai demandé de quoi elle parlait, elle m'a juste regardé avec ses yeux terrifiés et a dit « Si quelque chose m'arrive, ne cherche pas à comprendre. Oublie que tu me connaissais.
À 20h30, Margot avait annoncé qu'elle sortait prendre l'air. Elle portait son manteau noir préféré et avait pris son sac à main, mais avait laissé son portefeuille et ses clés sur la commode. « C'est ça qui m'a alerté », explique Émilie. Margot ne sortait jamais sans ses papiers, même pour aller chercher le pain. Et elle avait cette façon de me regarder comme si elle me disait adieu. Les images des caméras de surveillance nous montrent Margot quittant son immeuble à 20h34 précisément. Elle marche d'un pas décidé vers le centre-ville, mais son comportement change rapidement. À partir de la place des terreaux, elle commence à regarder derrière elle, s'arrête frequently, change plusieurs fois de direction. On dirait quelqu'un qui sait qu'elle est suivie et qui essaie de semer ses poursuivants. À 21h15, une caméra la filme devant l'Opéra de Lyon. Elle est au téléphone, gesticule nerveusement, semble argumenter avec son interlocuteur. Les experts en lecture labiale que j'ai consultés ont pu déchiffrer quelques mots. Accord, rendez-vous et danger. Cette conversation dure exactement 7 minutes, après quoi, Margot range son téléphone et se dirige vers les quais du Rhône d'un pas déterminé. La dernière image claire que nous avons d'elle date de 22h43. Elle remonte la rue Saint-Jean dans le vieux Lyon, ses pas résonnant sur les pavés humides. Elle s'arrête devant plusieurs portes anciennes, comme si elle vérifiait les numéros, puis disparaît dans une ruelle perpendiculaire. Cette ruelle, je la connais maintenant par cœur. C'est là qu'elle m'appellera 1 heure plus tard, terrifiée et désespérée. Entre 22h43 et 23h47, 64 minutes se sont écoulées. 64 minutes pendant lesquelles Margot a vécu quelque chose de si terrifiant qu'elle a préféré appeler la police plutôt que sa famille ou ses amis. 64 minutes qui ont changé une brillante étudiante en architecture en une femme traquée, prête à tout pour échapper à un danger qu'elle était peut-être la seule à comprendre vraiment. Après la disparition de Margot, j'ai commencé ma propre enquête. Son téléphone, retrouvé brisé dans la ruelle, a été analysé par nos techniciens. Ce qu'ils ont découvert dans sa mémoire m'a glacé le sang. Les messages échangés avec un numéro anonyme révélaient une correspondance qui avait commencé 2 mois avant sa disparition. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez », écrivait son correspondant mystérieux. « Certaines vérités coûtent plus cher que la vie. » Margot lui répondait avec une détermination qui m'a surpris. « J'ai les preuves maintenant. Les noms, les dates, les transferts d'argent, je ne peux plus fermer les yeux. » Ces messages montraient qu'elle avait rassemblé des informations sur ce qu'elle appelait le réseau, un groupe de personnes influentes qui, selon elle, étaient impliquées dans plusieurs disparitions mystérieuses au cours des 20 dernières années. En fouillant dans son ordinateur portable, récupéré dans sa chambre, j'ai découvert des dossiers cryptés portant des noms de code intrigants. Phénix, Constellation, Cercle doré. Margot avait constitué une véritable base de données, croisant des informations publiques avec des témoignages anonymes récoltés sur des forums spécialisés. Elle avait identifié un schéma récurrent, des jeunes gens brillants qui disparaissaient après avoir découvert des informations compromettantes. Le forum privé que Margot fréquentait s'appelait Les Voix oubliées. J'ai réussi à m'y infiltrer en utilisant ces identifiants de connexion. Ce que j'y ai trouvé m'a fait comprendre l'ampleur de ce dans quoi elle s'était engagée. Des dizaines de membres, tous anonymes, partageaient des informations sur des disparitions suspectes, des accidents étranges, des suicides douteux. Margot y était très active sous le pseudonyme Architecte Libre. Ses derniers messages sur ce forum dataient du 10 mars, 2 jours avant sa disparition. Elle y écrivait « J'ai enfin la pièce manquante du puzzle. Le lien entre tous ces cas, c'est lui, l'homme qui tire les ficelles depuis 30 ans, je vais révéler son identité, quoi qu'il m'en coûte. » Les autres membres l'avaient suppliée d'être prudente, certains lui conseillant même de tout abandonner. Ils ont des yeux partout, l'avertissait un utilisateur appelé Gardien 2000. Dans ses notes personnelles, Margot avait reconstitué ce qu'elle appelait l'arbre généalogique du silence. Elle avait établi des connexions entre des disparitions apparemment sans rapport. Un journaliste d'investigation en 2003, une comptable de banque en 2007, un étudiant en droit en 2012, tous avaient un point commun. Ils s'intéressaient de près aux activités financières occultes de certaines personnalités politiques et économiques françaises. Le plus troublant dans ces recherches, c'était la précision de ces informations. Margot avait accès à des documents que même la police aurait eu du mal à obtenir. Relevés bancaires, correspondances privées, agenda confidentiel. Comment une simple étudiante en architecture avait-elle pu se procurer de telles preuves ? J'ai compris en lisant ces dernières notes qu'elle avait un informateur, quelqu'un qu'elle appelait simplement M dans ses écrits. Cette source mystérieuse lui avait fourni ce qu'elle considérait comme la preuve définitive, des enregistrements audio de conversations privées datant de plusieurs années. Dans ces enregistrements, que j'ai réussi à récupérer sur un serveur cloud crypté, on entend des voix discuter froidement de la nécessité de faire taire certaines personnes devenues problématiques. Les voix sont déguisées, mais l'une d'elles semblait familière à Margot.
Le dernier élément troublant que j'ai découvert, c'est un message qu'elle avait programmé pour être envoyé automatiquement si elle ne se connectait pas pendant plus de 48 heures. Ce message, destiné à plusieurs journalistes et associations de défense des droits de l'homme, contenait tous ses dossiers et ses preuves. Mais il n'a jamais été envoyé. Quelqu'un avait désactivé le système automatique quelques heures avant sa disparition. En recoupant toutes ces informations, une vérité terrifiante a commencé à émerger. Margot n'était pas une victime choisie au hasard, elle avait été ciblée parce qu'elle était sur le point de révéler l'existence d'un réseau organisé, impliquant des personnalités de premier plan et spécialisé dans l'élimination discrète de témoins gênants. Son dernier appel n'était pas celui d'une jeune femme en détresse, mais celui d'une lanceuse d'alerte qui venait de comprendre qu'elle était devenue la prochaine cible. Pour comprendre l'ampleur du danger auquel Margot faisait face, j'ai dû plonger dans un monde que je ne connaissais pas, celui des élites françaises et de leurs secrets les mieux gardés. Les documents qu'elle avait rassemblés révélaient l'existence de ce qu'elle appelait le Cercle, un groupe informel mais puissant réunissant des politiciens, des industriels, des magistrats et des personnalités médiatiques influentes. Ce cercle se réunissait régulièrement dans des lieux discrets, châteaux privés en Bourgogne, yachts de luxe en Méditerranée, suites présidentielles d'hôtels parisiens. Margot avait réussi à obtenir les listes d'invités de plusieurs de ces rencontres, et les noms qu'elle avait identifiés m'ont fait frémir. Des ministres en exercice, des PDG du CAC 40, des propriétaires de médias, tous unis par un objectif commun. Préserver leurs intérêts et leur réputation, quoi qu'il en coûte. Le modus operandi du cercle était d'une efficacité redoutable. Quand l'un de ses membres était menacé par une révélation compromettante, le groupe activait ce qu'ils appelaient entre eux le protocole silence. D'abord, ils tentaient la corruption ou l'intimidation. Si cela ne suffisait pas, ils passaient au chantage, exploitant les faiblesses personnelles de leurs cibles. En dernier recours, quand toutes les autres méthodes avaient échoué, ils recouraient à des solutions plus définitives. Margot avait découvert que le cercle disposait de ce qu'elle appelait les nettoyeurs, des spécialistes capables de faire disparaître des personnes sans laisser de traces. Ces hommes, anciens agents de services secrets ou mercenaires expérimentés, maîtrisaient l'art de transformer un meurtre en accident, un assassinat en suicide, une élimination en disparition mystérieuse. Leur méthode était si sophistiquée que même les enquêtes les plus poussées n'arrivaient jamais à prouver quoi que ce soit. Dans ses notes, Margot avait identifié le chef présumé du cercle, un homme qu'elle désignait uniquement par l'initiale H. Cet homme, selon ses informations, était au cœur du réseau depuis plus de 30 ans. Il avait su tisser une toile d'influence si complexe qu'il était devenu pratiquement intouchable. Banquiers, politiciens, journalistes, magistrats, tous lui devaient quelque chose. Tous avaient intérêt à ce que ses secrets restent enterrés. Ce qui avait particulièrement inquiété Margot, c'était de découvrir que H avait des connexions directes avec plusieurs affaires de disparition qu'elle étudiait. À chaque fois, il y avait eu des contacts préalables, des tentatives de négociation, puis le silence définitif. « Il ne laisse jamais rien au hasard », écrivait-elle dans ses dernières notes. Chaque élimination est planifiée des mois à l'avance. Chaque détail est pensé pour que l'enquête officielle conclue à un accident ou un suicide. L'informateur de Margot, celui qu'elle appelait M, semblait avoir accès aux réunions du cercle. Les enregistrements qu'il lui avait fournis montraient des hommes puissants discutant froidement de la nécessité d'éliminer des problèmes. « Le journaliste de Marseille pose trop de questions », disait une voix dans un enregistrement daté de 2015. « Il faut s'en occuper avant qu'il ne publie son enquête. » 3 semaines plus tard, ce journaliste mourait dans un accident de voiture sur l'autoroute A7. Margot avait également découvert que le cercle avait infiltré les forces de l'ordre et la justice. Certains enquêteurs étaient sur leur liste de paix, certains magistrats recevaient des dons généreux pour leurs œuvres caritatives. Cette corruption systémique expliquait pourquoi tant d'affaires étaient reclassées sans suite, pourquoi tant d'enquêtes piétinaient mystérieusement. « Ils ne contrôlent pas tout », écrivait Margot, « mais ils contrôlent assez pour que la vérité ne sorte jamais. » Le plus terrifiant dans les découvertes de Margot, c'était de réaliser que le cercle ne se contentait pas de protéger ses membres. Il était devenu une organisation criminelle à part entière, utilisant ses connexions pour des trafics d'influence, du blanchiment d'argent et même des activités plus sombres encore. Les sommes en jeu se comptaient en centaines de millions d'euros, transitant par des comptes offshore et des sociétés écrans implantées dans des paradis fiscaux. En lisant ces dernières notes, j'ai compris que Margot avait pris une décision fatale. Elle allait révéler l'identité de H et dénoncer publiquement l'existence du cercle. Elle avait prévu de contacter simultanément plusieurs médias internationaux, pensant qu'une révélation massive empêcherait le groupe de l'éliminer discrètement. Mais elle avait sous-estimé leur pouvoir et leur détermination. Le soir du 12 mars, quand elle a quitté son appartement pour son dernier rendez-vous, elle marchait vers son propre piège. Dès le lendemain de la disparition de Margot, j'ai remarqué que l'enquête officielle prenait une direction étrange. Mon supérieur hiérarchique,
Le commissaire Durand, un homme intègre que je respectais depuis des années, semblait soudain pressé de classer l'affaire. Probablement une fugue, répétait-il lors des briefings. Les étudiants sont imprévisibles, elle reviendra d'elle-même. Cette attitude m'a surpris, car Durand était réputé pour son acharnement dans les enquêtes sur les disparitions. Quand j'ai voulu lui faire part de mes découvertes sur le téléphone de Margot et ses recherches sur les disparitions mystérieuses, il m'a coupé sèchement. « Moreau, vous n'êtes qu'opérateur, laissez les enquêteurs faire leur travail. » Il a ensuite ajouté quelque chose qui m'a glacé. « Et évitez de fouiller où vous n'avez rien à faire. Certaines affaires sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. » Le message était clair, je devais arrêter mes recherches personnelles. Mais j'ai continué, discrètement. J'ai contacté l'informateur de Margot, celui qu'elle appelait M, en utilisant les codes qu'elle avait notés dans son carnet. Notre première rencontre a eu lieu dans un parking souterrain de la Part-Dieu, à minuit. L'homme qui est venu était âgé d'une 50aine d'années, élégamment vêtu, mais ses mains tremblaient quand il a allumé sa cigarette. « Vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds », m'a-t-il dit d'emblée. M s'est révélé être un ancien collaborateur de H, celui que Margot avait identifié comme le chef du cercle. Il avait travaillé pendant 15 ans comme conseiller financier pour plusieurs membres du groupe, gérant leurs investissements offshore et leurs transactions secrètes. « J'ai vu trop de choses », m'a-t-il confié. Des documents falsifiés, des témoins qui disparaissaient, des enquêteurs qui changeaient d'un soudain d'avis. Je ne pouvais plus fermer les yeux. Il m'a expliqué que Margot l'avait contacté après avoir trouvé son nom dans des documents financiers qu'elle avait récupérés sur le forum « Les Voix oubliées ». Elle était brillante, se souvenait-il avec tristesse. Elles avaient réussi à reconstituer tout le schéma financier du cercle juste avec des indices épars trouvés sur Internet. Mais sa curiosité l'a perdue. Elle voulait absolument identifier H et le confronter publiquement. C'est M qui m'a révélé la véritable identité de H. Henri Moreau, aucun lien de parenté avec moi malgré le nom, un financier discret mais extrêmement influent, proche de plusieurs présidents de la République successifs. Officiellement, il dirigeait un fonds d'investissement respectable. Officieusement, il était le coordinateur du cercle, celui qui décidait qui devait vivre et qui devait mourir pour protéger les intérêts du groupe. M m'a expliqué que Margot avait commis une erreur fatale. Elle avait tenté de contacter directement Henri Moreau quelques jours avant sa disparition. Elle pensait pouvoir négocier, peut-être obtenir sa protection en échange de son silence. Elle ne comprenait pas, soupire, « Monsieur, on ne négocie pas avec le cercle. On leur obéit ou on disparaît. Il n'y a pas de troisième option. » Pendant notre conversation, M m'a révélé quelque chose de terrifiant. Le cercle savait que je menais ma propre enquête. « Ils ont des yeux partout », m'a-t-il averti. « Dans la police, dans les médias, même dans votre propre commissariat. Votre supérieur, Durand, il a reçu des instructions très claires concernant cette affaire. Si vous continuez, vous finirez comme Margot. » Ces mots m'ont fait comprendre que j'étais déjà allé trop loin pour pouvoir faire marche arrière. Le lendemain de cette rencontre, j'ai été convoqué dans le bureau du commissaire Durand. Il n'était pas seul. Un homme en costume sombre, que je n'avais jamais vu, était assis en face de son bureau. « Monsieur Moreau », m'a dit cet inconnu avec un sourire froid, « nous savons que vous vous intéressez au cas de mademoiselle Leclerc. C'est louable, mais inutile. Cette jeune fille, elle a fait une fugue. Point final. Nous vous conseillons vivement de vous concentrer sur votre travail et d'oublier cette histoire. » Quand j'ai voulu protester, l'homme a posé une enveloppe sur le bureau. « Regardez », a-t-il dit simplement. L'enveloppe contenait des photos de moi prises à mon insu. Sortant de chez moi, discutant avec M dans le parking, consultant les dossiers de Margot. « Nous ne sommes pas vos ennemis », a-t-il continué, « mais nous protégeons certains intérêts vitaux pour la nation. Si vous persistez dans vos recherches, nous serons obligés de prendre des mesures plus fermes. » Ce jour-là, j'ai compris que je marchais sur la corde raide, mais j'ai aussi réalisé que Margot était vraiment tombée sur quelque chose d'énorme. Malgré les menaces, je n'ai pas pu abandonner. Margot méritait que la vérité soit révélée, même si cela devait me coûter ma carrière ou pire. J'ai continué mes recherches en secret, utilisant des ordinateurs publics, rencontrant mes sources dans des lieux différents à chaque fois. M m'avait donné un dernier indice avant de disparaître lui-même. Cherchez du côté de Genève, compte numéro 7649. C'est là que tout l'argent se retrouve. Cette piste m'a mené vers une découverte stupéfiante. Le compte suisse en question était alimenté régulièrement par des virements provenant de dizaines de sociétés écrans. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est de découvrir que parmi les bénéficiaires de ces transferts figuraient des noms que je reconnaissais. Des magistrats, des policiers de haut rang, des journalistes influents. Le cercle avait tissé un réseau de corruption si vaste qu'il touchait tous les secteurs de la société française. En croisant ces informations financières, avec les notes de Margot, j'ai reconstitué le véritable mobile de sa disparition. Elle n'avait pas seulement découvert l'existence du cercle et de ses activités criminelles, elle avait trouvé la preuve que Henri Moreau était impliqué dans un scandale financier majeur.
Le détournement de plusieurs centaines de millions d'euros de fonds publics destinés à l'aide au développement en Afrique. Cet argent avait été recyclé à travers le réseau du Cercle et avait fini dans les poches de ses membres. Margot avait également découvert que plusieurs accidents survenus à des opposants politiques ou à des journalistes d'investigation n'étaient pas fortuits. Le Cercle avait mis au point un système d'élimination si sophistiqué qu'il était pratiquement indétectable. Les nettoyeurs qu'elle avait identifiés utilisèrent des méthodes variées, empoisonnement indétectable, accident de voiture truqué, suicide mis en scène. Chaque élimination était conçue pour paraître naturelle ou accidentelle. Ce qui m'a le plus troublé, c'est de réaliser que la disparition de Margot elle-même suivait ce même schéma. Son dernier appel n'était pas un hasard. Elle avait été attirée dans cette ruelle par quelqu'un qu'elle pensait pouvoir faire confiance. Peut-être son mystérieux correspondant, peut-être même M, qui pourrait avoir joué un double jeu. Dans cette ruelle sans issue, elle était devenue une proie facile pour les nettoyeurs du Cercle. J'ai tenté de contacter plusieurs journalistes pour révéler mes découvertes, mais j'ai vite compris que le réseau d'influence du Cercle s'étendait aussi aux médias. Soit mes contacts refusèrent de me rencontrer, soit ils acceptaient, puis changeaient mystérieusement d'avis le lendemain. Un journaliste du Monde m'a même avoué franchement « Cette histoire est trop dangereuse. J'ai une famille, je ne peux pas me permettre de prendre de tels risques. » La dernière preuve de la puissance du Cercle m'est venue d'une source inattendue. Ma propre hiérarchie a organisé mon mutation vers un poste administratif dans une petite ville de province. « Pour votre bien », m'a expliqué le commissaire Durand, visiblement mal à l'aise. « Vous avez besoin de prendre du recul sur cette affaire. » Le message était clair, j'étais écarté parce que je dérangeais. Mais cette mutation m'a aussi donné accès à des archives que je n'aurais jamais pu consulter à Lyon. Dans ces archives poussiéreuses de la gendarmerie départementale, j'ai trouvé des dossiers datant des années 1990 qui confirmaient mes pires soupçons. Plusieurs disparitions non élucidées présentaient exactement le même profil que celle de Margot. Des personnes brillantes, curieuses, qui s'intéressaient de trop près aux activités de personnalités influentes. À chaque fois, les enquêtes avaient été rapidement closes, les témoins s'étaient rétractés et que les preuves avaient mystérieusement disparu. C'est en analysant ces vieux dossiers que j'ai découvert le nom véritable de M, l'informateur de Margot. Michel Verneuil, ancien directeur financier d'une filiale du groupe Moreau. Il avait officiellement démissionné en 2018 pour raisons personnelles. Mais les documents que j'ai trouvés suggéraient qu'il avait été écarté après avoir découvert des irrégularités comptables majeures. Sa collaboration avec Margot était sa façon de se venger, mais elle lui avait coûté la vie. Son corps avait été retrouvé dans la Seine 3 jours après notre dernière rencontre. Aujourd'hui, 3 ans après la disparition de Margot, je sais que la vérité ne sera probablement jamais officiellement révélée. Le Cercle est trop puissant, trop bien protégé, mais les preuves que Margot a rassemblées, complétées par mes propres découvertes, sont conservées en lieu sûr. Si quelque chose m'arrive, si je disparais à mon tour dans des circonstances mystérieuses, d'autres prendront le relais. Car la vérité, comme me l'a appris cette enquête, finit toujours par remonter à la surface, même enterrée sous les plus lourds secrets. Aujourd'hui, en racontant l'histoire de Margot Leclerc, je ressens encore cette douleur sourde qui ne m'a jamais quitté depuis cette nuit du 12 mars. Sa voix terrorisée résonne encore dans mes oreilles. Ces derniers mots hantent mes nuits. Ils m'ont trouvé... Cette phrase simple résume toute la tragédie d'une jeune femme brillante qui a voulu révéler au monde une vérité que certains étaient prêts à tout pour cacher. Margot n'était pas une victime choisie au hasard, elle était devenue un problème à éliminer. Ce qui me révolte le plus, c'est l'impunité dont jouissent ceux qui l'ont fait disparaître. Henri Moreau continue de diriger ses affaires depuis son bureau doré des Champs-Élysées, le Cercle perpétue ses activités criminelles sous couvert de respectabilité, et la machine à broyer les témoins gênants continue de tourner. Combien d'autres Margot ont disparu dans l'indifférence générale? Combien d'autres vérités sont enterrées sous le poids des influences et de la corruption? Ces questions me torturent chaque jour, et je sais qu'elles ne trouveront probablement jamais de réponse. Mais si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je crois encore qu'il existe des gens comme vous, des gens qui refusent d'accepter que les puissants puissent éliminer impunément ceux qui les dérangent. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre disparition mystérieuse, celle d'Alexandre Dubois, un magistrat intègre qui enquêtait sur des marchés publics truqués. Son histoire vous montrera que le pouvoir de nuire du Cercle s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous, la vérité ne meurt jamais vraiment, elle attend simplement son heure.